pour le positionnement marketing, donc l'objectif, c'est déterminer une source de différenciation qui sera perçue et valorisée. Effectivement, derrière, l'objectif final, c'est de créer la préférence, c'est-à-dire ce qui va amener le consommateur à choisir votre marque plutôt qu'une autre. Donc, première étape, comment on peut analyser le positionnement marketing des différentes marques et produits? Alors, on verra sous l'angle consommateur, puis on verra aussi sous l'angle entre entreprises. Donc, pour analyser sous l'angle consommateur, on va s'appuyer sur des outils statistiques qui peuvent être puissants, mais qui coûtent aussi très cher, donc qui ont aussi cette limite, c'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire appel à ces études-là, mais ça fait partie quand même des éléments de base. Donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les cartes perceptuelles de positionnement, c'est-à-dire une cartographie statistique de la représentation qu'ont les consommateurs des marques et de leur positionnement, qui est fondée au départ sur deux questions simples, deux dimensions d'analyse. Donc, d'une part, l'importance accordée aux critères sources de différenciation. Donc, on va demander au consommateur quelle importance il accorde à telle ou telle caractéristique, attribut du produit qui pourrait être une source de différenciation. Et on va croiser cela avec l'image perçue, comment il se représente, comment il perçoit la marque, comment il l'évalue par rapport aux autres marques sur chacun de ces critères. Alors le problème, c'est que si vous multipliez au moins 20 critères par au moins 20 marques, vous voyez tout de suite qu'on monte dans des types d'études statistiques assez complexes qui coûtent en général assez cher, donc qui ne seront pas forcément à la portée de toutes les entreprises. Reste néanmoins le fait que ces deux questions de base sont des questions fondamentales à se poser, c'est-à-dire, quels sont les attributs auxquels les consommateurs accordent de l'importance et pour lesquels ils perçoivent une différence entre les marques. Si j'arrive à mettre ma petite flèche ici. Et d'autre part, au minimum, comment est-ce qu'ils vont évaluer votre marque sur ces critères et effectivement les autres marques. En plus, ce serait d'autant plus intéressant. Donc ça vous donne, entre guillemets, au travers des analyses de type corrélation, AFC, AFCP, l'identification d'axes de différenciation. Donc là, ici, vous avez un exemple avec le bien-être d'un côté comme axe et de l'autre le prix. Et on voit bien se profiler des groupes d'entreprises qui ont un positionnement différent, perçu et valorisé par le consommateur. Ce qui va nous donner déjà une première indication, donc l'utilité de ces outils, ça va être notamment, par exemple, de nous permettre d'identifier la véritable concurrence aux yeux des consommateurs, parce que du coup, est-ce que Vittel ou est-ce que Aquarelle est vraiment concurrent d'Evian dans l'esprit des consommateurs? Non. Donc ça va réduire le champ de la concurrence, comme on le retrouve ici sur un autre type de carte perceptuelle. Ça permet d'identifier la véritable concurrence aux yeux du consommateur. Donc ça, c'est une des premières utilités et utilisations de ces cartes perceptuelles. On va en voir d'autres également. Bien sûr, identifier des dimensions auxquelles les consommateurs accordent de l'importance. Donc ces études vont vous permettre de voir lesquelles sont différenciatrices et sont perçues et valorisées par le consommateur. Donc on peut avoir des logiques d'axes 2 par 2, ou là ici vous pouvez avoir des axes supplémentaires sur une représentation graphique en tant que telle. On va également se poser la question de validation de l'existence de besoins à satisfaire pour un groupe de consommateurs. Là ici par exemple on voit que sur les dentifrices, il semblerait qu'il y ait un axe possible pour les personnes âgées, donc il faudrait vérifier ensuite et valider l'existence de ce besoin, la corrélation au-delà de la perception, s'il y a bien derrière un créneau. De la même façon que là ici on voit qu'il y a un vide. Un vide, ça peut donc signifier l'éventualité d'un créneau pour innover, de proposer un nouveau produit, de détecter une niche qui n'est pas encore occupée. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas pertinent. Donc, c'est un questionnement bien entendu à se poser. On peut avoir aussi, quand on associe par exemple au niveau des cartes perceptuelles, par exemple, ce qu'on appelle le produit idéal, c'est-à-dire l'attente idéale des consommateurs. Donc, ça va nous permettre d'une part d'identifier l'écart
entre ce qu'on appelle le positionnement perçu et recherché. Bon, là, dans le cas, on voit de Camet, l'écart est très faible, quasi inexistant. Donc, on peut se dire que Camet est bien perçu par rapport aux attentes de consommateurs. Est-ce la même chose pour Luxe? Si on regarde Luxe qui est ici, l'écart avec l'attente des utilisatrices de luxe est quand même déjà un peu plus conséquent. Puis surtout, cet idéal des utilisatrices de luxe se rapproche finalement de la perception qu'ils ont de Camet. Donc Camet pourrait éventuellement prendre des clients à luxe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un travail à faire par rapport à la perception qu'ont les consommateurs de la marque luxe pour répondre un peu plus finement aux attentes idéales. Donc on peut rechercher comme ça les produits idéaux pour un groupe de consommateurs, prospects ou clients. Donc vous voyez qu'il y a une diversité d'utilisation de ces cartes perceptuelles qui rendent la démarche riche. Mais il y a une question de moyens. Toutes ces études coûtent cher en échantillonnage, en démarche. Donc souvent elles sont proposées à coût partagé. Et pas toujours effectivement accessible aux entreprises. Donc, si vous ne pouvez pas véritablement, on verra qu'il y a un autre outil qu'on peut utiliser dans la démarche, au moins par rapport à sa propre marque. Si vous ne pouvez pas utiliser complètement cette démarche-là, il va falloir que vous vous intéressiez au mapping concurrentiel, c'est-à-dire au moins objectivement quels sont les positionnements établis et revendiqués par les concurrents, et donc quels sont les autres concurrents qui sont au minimum perçus, ou en tout cas qui revendiquent le même positionnement, le même affichage par les concurrents. Donc vous avez une forme ici de représentation possible, où l'intérêt c'est de lister, de recenser les différents positionnements potentiels revendiqués par la concurrence, et bien entendu d'y placer les concurrents pour entre guillemets voir si le territoire est fortement occupé ou pas, si vous pouvez en être légitime ou pas. Alors, si on va un peu plus loin dans la démarche, ça veut dire qu'une fois que vous avez identifié, ou pendant que vous êtes en train d'identifier les sources de différenciation affichées par la concurrence, quelles sont ces sources de différenciation possibles? Donc, ces sources de différenciation possibles, ça peut être un bénéfice recherché, ça peut être un attribut, ça peut être une caractéristique physique, un ingrédient, ça peut être un conditionnement, une fonctionnalité. On peut aussi se positionner par rapport à un type de cible. Par exemple, ça peut être par exemple le halal, ça peut être par exemple pour l'alimentation infantile, si je prends dans le domaine alimentaire. Ça peut être bien sûr pour les jeunes en termes de textile. On peut avoir aussi une origine fabriquée par, expérience depuis, c'est-à-dire jouer le caractère de l'ancienneté de l'entreprise comme légitimité, si on peut appeler ça comme ça. On peut se différencier aussi autour d'une technologie. Est-ce que le consommateur en aura conscience? Est-ce qu'il valorisera? Ça fait partie des questions. Ça peut être bien entendu aller au-delà du service, une situation de consommation, une nouvelle catégorie, un nouveau segment du marché. Et puis, il y a certaines entreprises qui vont plutôt être dans une logique de comparaison, vont dire je suis le meilleur. Alors ça, c'est un peu trop vague et pas assez précis pour être crédible. Mais par contre, quand on dit je suis le leader, je suis le plus récent, j'en ferai d'autant plus parce que je ne suis pas le premier. Tout ça sont des stratégies potentielles intéressantes, pas inintéressantes en termes d'axes de différenciation. Donc, il va falloir que vous recensiez la diversité des sources de positionnement possibles. Et au-delà de celles qui sont affichées par les concurrents. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'outil du Canvas stratégique, vous voyez ici le fait qu'on puisse évaluer les concurrents sur différents axes de positionnement. Donc, il y a un recensement d'axes de positionnement là, et on va positionner les autres acteurs pour voir un petit peu. Et donc, bien entendu, il y a des positionnements qui vont être clairement établis et affichés, revendiqués par plusieurs marques, voire parfois toutes les marques, donc qui ne seront plus forcément des sources de différenciation possibles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'être créatif et d'identifier des sources de positionnement supplémentaires potentielles sur lesquelles les autres n'ont jamais encore affiché de revendication,
qui donc peuvent être des territoires vierges pour vous et vous positionner. Le questionnement à avoir, c'est donc être aussi créatif et découvrir, y a-t-il un nouvel espace stratégique susceptible d'être revendiqué. Donc, il faudra, entre guillemets, essayer de lister à la fois tous les sources de différenciation, essayer d'évaluer les autres concurrents par rapport à ces sources de différenciation, et aussi se questionner sur l'existence possible d'un nouvel axe stratégique vierge, sur lesquels chercher, entre guillemets, à valoriser une source de différenciation. Alors ça vous amène derrière à vous confronter. Donc les outils de confrontation classiques que l'on utilise, c'est soit le losange de positionnement de Cap Ferrer, qui est un des pionniers du travail sur les marques et le positionnement, ou le triangle d'or du positionnement. En fait, vous allez toujours, le positionnement va être toujours confronté d'abord à qui, il faut identifier la cible. C'est une des premières sources de différenciation, d'une part la cible, et puis c'est un élément d'arbitrage important. Donc il faut confronter votre choix de positionnement par rapport à votre cible, par rapport à vos concurrents qui sont identifiés comme étant proches, en fonction des bénéfices que vous proposez, éventuellement du côté situationnel. On a vu ici situation de consommation qui est un axe non négligeable. Personnellement, j'utilise plutôt le triangle d'or parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de confronter à la fois les attentes du consommateur, finalement leur produit idéal, les atouts de votre propre produit par rapport au positionnement des concurrents. Donc, on va chercher les sources d'insatisfaction par rapport au positionnement des concurrents. On peut chercher aussi, ici, par rapport à nos atouts, notre ADN, ce qui nous rend unique. Et on va essayer d'identifier, du coup, une forme d'interaction, quelque chose qui soit propre à l'entreprise et qui puisse définir son propre territoire en termes de positionnement. Donc, ces démarches-là sont des démarches extrêmement importantes à mettre en place pour l'analyse et l'identification du positionnement recherché. Sachant que un bon positionnement, et c'est là que se trouve la difficulté du positionnement, c'est qu'il doit être clair et simple, qu'il doit être perçu et valorisé, l'importance consommateur, qu'il doit être défendable également et crédible, et éventuellement en plus évolutif, parce que se laisser enfermer, pensez à l'exemple dont je vous avais parlé de Émail Diamant autour du positionnement sur la blancheur des dents. Si vous êtes attaqué par un leader, vous ne pouvez plus défendre et vous n'arrivez plus non plus à vous extirper de cette glu auquel vous vous êtes fortement attaché. Donc, il faut pouvoir trouver un positionnement qui soit donc clair et simple, perçu et valorisé, défendable, crédible et évolutif, ce qui déjà fait un cahier des charges non négligeable. Et la vraie difficulté, c'est le caractère de clarté simple. On est souvent sur une source d'enrichissement. C'est-à-dire que si je prends dans le domaine, par exemple, agroalimentaire, on va vouloir avoir des produits nutritionnellement corrects. Alors, nutritionnellement correct, ça veut dire quoi? Moins de sucre, moins de gras, moins de sel. Donc, j'avais déjà 3 sources. Après, ça va être, est-ce qu'il faut rajouter des produits locaux? Est-ce qu'il faut être des produits de saison? Voilà. C'est-à-dire qu'on a une tendance à vouloir à chaque fois rajouter une source supplémentaire à une somme qu'il faut communiquer par ailleurs. Sans compter que, par exemple, sur l'alimentaire, vous allez avoir à la fois la recherche de la praticité, plus la recherche du caractère nutritionnel, plus la recherche du plaisir, et à vouloir se positionner sur tous les créneaux, ça devient flou, vague, pas différenciateur. C'est toute la difficulté. Prenez l'exemple de la grande distribution, là, l'inverse, c'est qu'ils veulent tous être présents sur le créneau du prix. Or, le créneau du prix est à la fois revendiqué, puis surtout perçu et valorisé au niveau des consommateurs pour Leclerc et Lidl, mais pas pour Carrefour et pas pour Auchan. Donc, à vouloir absolument rester sur un positionnement qui est déjà revendiqué et surtout valorisé pour d'autres marques, fait qu'au final, les consommateurs ne perçoivent pas votre plus, votre source de différenciation. Donc, il faut arriver à clarifier
Et c'est là toute la difficulté, parfois arbitrer, savoir faire un choix et pas vouloir être présent sur tous les fronts ou communiquer sur tous les fronts. Ou alors, si vous avez plusieurs fronts, il faut arriver à trouver un chapeau fédérateur. Donc, si je prends l'exemple du projet Nordicim, on est un peu sur beaucoup de fronts quand même en parallèle. Donc, la question étant de savoir, est-ce qu'un chapeau type le partage peut être satisfaisant et peut permettre aux consommateurs de percevoir et de valoriser cette source de différenciation ou pas. C'est toute la difficulté de la démarche de positionnement. Alors, pour valider ce positionnement, vous aurez quand même des questions à vous poser. Donc, d'une part, effectivement, validé par le consommateur. Est-ce que c'est réellement perçu et valorisé par le consommateur? Est-ce que ça correspond à des critères d'un bon positionnement? Donc, on parlait de simple. Et puis là, on vous rajoute le caractère irrésistible. En plus, est-ce que la promesse donne envie, peut vraiment créer la préférence? Donc, est-ce que ça répond réellement à un problème réel de votre clientèle cible? Ou est-ce que, par exemple, proposer des couches pour bébé naf-naf multicolores, est-ce que cette source de différenciation sera perçue et valorisée ou pas? Est-ce que c'est suffisamment irrésistible ou pas? Donc ça fait partie des questionnements systématiques du cahier des charges, du checklist à passer en revue sur votre analyse de positionnement. Et puis, comme on est sur le problème de la perception du consommateur, on aura toujours un écart entre ce que l'on veut faire passer comme message et ce qui sera réellement perçu par le consommateur. Donc, ça se vérifie par des études statistiques. Mais ça veut dire aussi que vous aurez toujours une distorsion, il y aura toujours des écarts entre la perception qu'a le consommateur de votre marque et ce que vous voulez essayer de faire passer. Donc ça, c'est quand même à vérifier, à valider, à essayer de maîtriser si possible. En tout cas, il faut au moins se questionner là-dessus.